Bonsoir à toutes et à tous, chronique numéro 182. Et dans cette chronique, je vais traiter effectivement de l'arrivée de l'iPhone 11. Chronique un peu différente, mais toujours dans la même ligne, dans cette ligne critique. Alors, effectivement, bon, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand utilisateur du matériel Apple, parce que je suis resté un peu attaché à ce qu'il faisait dans le passé, à l'époque de Steve Jobs. Ils avaient le souci de fournir aux professionnels du matériel de qualité. Or, depuis l'arrivée, depuis un moment, de Tim Cook, c'est devenu un petit peu, je dirais, la boutique à l'arnaque. Et là, dans ce cas d'espèce, je vais être un peu dur, mais tellement réaliste. Je vais faire une petite analyse et comparaison de l'iPhone 11, que j'appellerais plutôt iPhone 11 XR. Vous savez, rappelez-vous ce concept que Apple avait inventé de faire un téléphone pour les pauvres, enfin pour les pauvres riches, hein, j'entends bien, parce que les réductions tarifaires se jouent autour de 100 à 200 euros. Ce qui, en comparaison avec la concurrence, reste encore très élevé vu les qualités que ces téléphones, le XR ou le 11R ou l'iPhone 5C pouvaient fournir par rapport à sa version, je dirais, amélioré que fut à l'époque l'iPhone 5S par rapport au 5C et l'iPhone X par rapport et le XS par rapport à l'iPhone XR et l'iPhone 11 Pro et par rapport à l'iPhone, je dis bien 11 XR. Alors j'appelle XR pourquoi? Parce que je considère que à part la puce Bionic 13, rien n'a évolué. Alors, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut bien comprendre que si on fait des comparaisons, par exemple, avec le OnePlus 7 Pro, et si on sait pertinemment aujourd'hui que iPhone 15% des parts de marché reviennent à la société Samsung, puisque c'est Samsung qui fournit les écrans aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que certains téléphones comme Xiaomi, comme Huawei ou comme OnePlus proposent meilleure technologie du moment, des produits largement plus haut de gamme et à des prix, je dirais, défiant toute concurrence. Alors si on compare cela, comme je le disais, au OnePlus 7 Pro, puisque c'est le téléphone le plus compétitif du marché, et je dirais, son écran sans cadre, et au Galaxy Note 10 avec sa caméra perforée, et l'iPhone 11, soyons logiques, a l'air un peu démodé. Finalement, au niveau même du design, il reste, je dirais, peu évolué. Alors, comme je le dis précédemment, ne soyons pas injustes non plus. Déjà, le problème, c'est que l'iPhone 11, qui finalement, au fond, est un iPhone 11 XR déguisé, ce n'est pas la taille parfaite. Et je dirais l'iPhone 11.5 et 5.8 pouces, mais ce n'est pas aussi lourd que l'iPhone 11 Pro Max, puisqu'il faut savoir que dans l'échelle des iPhones, il y a aujourd'hui trois versions. La version 11, la version 11 Pro, je dirais de taille moyenne, et la version 11 Pro Max de grande taille. Alors l'échelle de l'iPhone 11 constitue un bon compromis, effectivement, pour les personnes souhaitant un grand écran, mais souhaitant tout de même gérer le téléphone d'une seule main, parce que cela aussi peut entrer en ligne de compte. C'est plus souvent là où on commet des accidents, où le téléphone tombe de la main parce qu'on a des difficultés de confort pour pouvoir l'utiliser. Pour preuve, difficile des fois d'atteindre le bouton de retour, qui se trouve souvent dans le coin supérieur gauche et qui provient de quelqu'un, je dirais, qui peut avoir
dirais, des grandes mains. Alors d'après ce que j'ai pu constater, pour l'avoir eu dans les mains, l'iPhone 11 semble solide et le dos en verre brillant n'est pas aussi glissant que la finition mate des modèles Pro. Cela dit, je voudrais préciser que si on veut, je dirais, faire une affaire, ce n'est pas aussi durable que les modèles Pro, car déjà, premièrement, il est fabriqué en aluminium et non en acier inoxydable. Il a, je dirais même, un indice de résistance à l'eau IP68, ce qui lui permet de survivre jusqu'à 2 mètres sous l'eau pendant à peu près, allez, soyons honnêtes, une trentaine de minutes. Alors, bien entendu, ce téléphone n'a pas que des avantages, mais je parle du désavantage déjà premièrement du prix, ensuite de la technologie embarquée qui est, ma foi, peu récente, et même si on essaye de tirer la meilleure partie de ce nouvel iPhone, alors si cette nouvelle partie fait partie, je dirais, est dans le domaine du choix des couleurs, il y a 6 options, elles ont l'air magnifiques, c'est vrai, il faut être honnête, les couleurs jaunes, couleurs vertes, couleurs blanches classiques, noires, bleues, et finalement, le vert reste, ça il faut bien le comprendre, sujet aux empreintes digitales marquées. Alors, il faut bien comprendre que ensuite, la marque d'iPhone a disparu à l'arrière, ce qui lui permet, je dirais, une sorte de, de- de design minimaliste. Alors, essayons de voir, soyons positifs, hein, la meilleure partie de ce nouvel iPhone, et dont les couleurs sont assez attirantes et chatoyantes, hein, puisqu'elles sont, je dirais, il y a 6 options, 6 choix possibles. Je crois que j'avais oublié la couleur violette. Alors, il faut bien comprendre que la caméra est catastrophique, hein. Elle embarque 12 mégapixels, ce qui est, je dirais, catastrophique. Pour faire des photos panoramiques en prenant l'ensemble de tous les objets, il est très difficile, effectivement, je dirais pour celui qui veut faire des photos à l'extérieur, c'est plutôt difficile. Alors, bien entendu, les deux caméras, il y a deux caméras qui sont sur un module qui est soulevé, je dirais, par la vitre arrière. Et il faut faire glisser le doigt sur la vitre arrière hein, vers le bord du module de la caméra pour sentir sa netteté. Alors bon, bien entendu, il y a encore une manipulation de plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les énormes appareils photo ne sont pas, je dirais, subtils. Je dirais même qu'ils sont assez déconcertants, que la configuration de l'objectif de triple caméra sur l'iPhone, je dirais 11 Pro et 11 Pro Max. Alors, je pense que si le module supplémentaire surlevé entourant, je dirais, les objectifs n'existait pas, effectivement, puisque iPhone a toujours statué sur le look, sur le design, n'oublions pas que iPhone aujourd'hui prétend à vendre des bijoux. Des bijoux de technologie, certes, hein, prétention mise à part, un peu trop à la hauteur espérée par le groupe, mais cela équivaut, je dirais, à l'achat d'une montre ou d'une parure. Étrange quand même pour un téléphone qui normalement doit répondre à des besoins, je dirais, d'utilisation, qui n'est pas professionnelle, mais au moins d'utilisation technologique. Bon, maintenant, il faut savoir que l'écran est en basse résolution. C'est ce qui fait effectivement sa grande problématique, repris sur l'iPhone X XR, et que finalement l'iPhone 11 reprend. Alors le lien le plus faible est l'écran 6,1 pouces de l'iPhone 11. Ce n'est pas un écran OLED,
comme la plupart des concurrents de cette gamme de prix. Il n'a qu'une résolution de 1792 par 828 et 326 pixels par pouce ppi. Alors, a contrario, le OnePlus, qui coûte, je dirais, largement moins cher, dispose d'un écran OLED de 3120 x 1440 avec un affichage à 90 Hz, ce qui permet une expérience plus fluide. Et même le Google Pixel 3a à 399 $, ce qui vaut à peu près du 400-420 euros, a une résolution de 1200 par 1080. Alors si on fait une comparaison, effectivement, en comparant, parce que c'est la comparaison la plus certaine, je pourrais même faire des comparaisons avec les Xiaomi qui sont largement moins chers, mais les Note Plus je dirais un grand succès au niveau mondial. Donc effectivement, je le compare avec le Note Plus 7. Alors, si on compare effectivement l'écran de Note Plus 7 Pro avec celui de l'iPhone 11, les couleurs sont plus riches et les noirs sont plus sombres sur le Note Plus. Et un peu plus délavé sur l'iPhone, faisant finalement au fond office plus je dirais, de bande dessinée en matière de lecture. Alors, effectivement, si la résolution de l'écran soit faible, il est difficile d'appeler cela un problème, car tout dépend après de l'utilisation. Si on place par exemple l'iPhone sous les yeux d'un utilisateur lambda, il est plus facile de remarquer la différence, mais c'est terrible pour les yeux, il faut être honnête. On voit les comparaisons. Quand on a l'iPhone en main, on ne fait pas trop attention, c'est quand on le compare à un autre téléphone, c'est là que le problème survient. Alors, pourtant, l'iPhone n'a pas d'écran qui correspond à son prix, il faut être honnête, hein. C'est loin, je dirais, de la concurrence. Je pense que de toute manière aujourd'hui, alors c'est toujours la même problématique. Là où Apple sont assez intelligents, c'est que les gens, enfin, du moins, sont habitués à un système d'exploitation. Beaucoup ne veulent pas quitter l'iPhone, ils sont prêts à se serrer la ceinture ou à s'endetter pour garder l'utilisation d'iOS. Je peux comprendre, c'est vrai qu'il faut avouer qu'iOS, je dirais, est plus, comment on pourrait qualifier ça, est plus facile d'utilisation, l'accès directement à l'application, aux app, sans avoir, je dirais, la problématique de la publicité, plus intuitif, et dont malheureusement, il faut bien le comprendre, un iPhone, dans son utilisation pour qu'il soit vraiment, je dirais, optimum, ne peut être gardé à peu près, pour ce qui est quelle espèce ce genre d'iPhone de base, que 2 à 3 ans. Bien entendu, les conséquences des mises à jour auront, bien entendu, un impact sur le ralentissement de l'utilisation, de la fluidité, et également, ma foi, une batterie de plus en plus faible. Et à un moment donné, et c'est là où apparaît l'obsolescence programmée, il sera plus possible de mettre le nouveau iOS. Et donc à partir de là, la conséquence sera terrible, puisque nombre de gens qui possèdent aujourd'hui des iPad 1, des iPad 2, des iPad 3 ou des iPad 4, ou même pour ne pas parler des iPhone 4 ou des iPhone 5, même iPhone 6 ne prend plus en compte l'iOS 13, où quelques mises à jour ont été placées. Je crois que là, il y a eu la 13.1, ensuite la 3.1.2, qui ne peut plus être sur les iPhone 6. Et dont effectivement les logiciels qui sont proposés dans l'Apple Store nécessitent les dernières versions. Donc il ne vous reste plus qu'à changer de téléphone.
ou à utiliser le téléphone comme un baladeur audio, ou simplement téléphoner et surfer. Et pour ce qu'il en est des iPads, allez surfer, et ma foi, si vous avez une bonne capacité mémoire, parce que là aussi c'est là où le bas blesse, puisque iPhone n'a jamais fourni de tiroir à carte SD, si vous avez une bonne capacité, vous pouvez le conserver pour les enfants afin de pouvoir mettre des vidéos et des films. Mais si vous avez une faible capacité, ben, ma foi, vous en êtes prisonnier. A contrario, les autres téléphones du marché, par leur carte SD, permettent une extension de capacité, je dirais, de stockage. Alors, il faut bien comprendre, pour en revenir à l'iPhone, qui n'a pas d'écran à son prix, comme je l'ai précisé, puisque cet écran est un écran, je dirais, très ancien, puisqu'il n'est pas OLED. Alors, nous en arrivons effectivement à... Qu'en est-il de l'audio? Alors effectivement, il existe des haut-parleurs stéréo pour le son surround. Et ils sont, je dirais, ils ont un son assez vibrant. Mais ils ne sont pas aussi forts que les haut-parleurs Samsung Galaxy Note 10 et même du S10. Et leur sonorité, je dirais, est assez médiocre. Mais pour un utilisateur, encore une fois, de base, ils sont amplement suffisants pour jouer à des jeux, regarder des films. Et bien entendu, il n'y a toujours pas de prise casque puisque c'est l'accès Lightning. Donc il faut faire le choix soit de l'alimenter au courant, ou soit de mettre le casque pour pouvoir écouter. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Concernant la caméra, ben ma foi, c'est assez décevant. Rappelez-vous, l'année dernière, l'iPhone XR n'avait qu'un seul objectif, reprenant finalement au fond le classique de l'iPhone 8, et non pas l'iPhone 8 Max qui avait lui deux capteurs. Et donc un seul objectif qui n'est pas, je dirais, polyvalent. Alors même si ça change un petit peu pour le mieux sur l'iPhone 11, puisqu'il y a désormais, je dirais, un objectif à très grand angle de 120 degrés, pardon, avec deux capteurs, vous permettant, je dirais, d'une manière générale, de capturer davantage de scènes. On parle de capteur principal de 12 mégapixels. C'est une catastrophe. Alors, quand on sait le prix que coûte ce précieux sésame, ça pose problème. Alors, tout cela est bien entendu résolu grâce à l'iPhone 11 Pro. Donc, vous voyez, en fait, si vous voulez vraiment avoir un téléphone qui tienne la route, qui soit, je dirais, semblable aux autres téléphones du marché, il vous faudra vous orienter vers un iPhone 11 Pro. Et là, bien entendu, le prix ne sera pas le même. Alors même si effectivement plusieurs améliorations, je dirais, ont été apportées, une mise au point automatique 3 fois plus rapide dans des conditions de faible luminosité, un Smart HDR amélioré pour des prises de vue plus équilibrées avec un contraste élevé, une nouvelle fonctionnalité appelée rendu sémantique. Cela permet de capturer plusieurs photos, je dirais, sous-exposées avant d'appuyer sur le déclencheur et de prendre une photo super, je dirais, super exposée. Alors l'appareil photo tente de comprendre des éléments de la photo tels que les visages, les Smart HDR, qui les traite séparément à l'aide d'images capturées. Alors avec toutes ces améliorations, l'iPhone 11 possède, je dirais, le meilleur appareil photo pour smartphone qu'on puisse acheter par rapport à la gamme précédente. Il capture tous les détails appropriés et certaines couleurs les plus naturelles qu'on pourrait avoir sur un smartphone.
Et il est néanmoins utile de noter que l'interface de la caméra soit assez fluide, et qu'elle, je dirais, fasse honte à toutes les autres applications de caméra pour smartphone. Et quand je dis, bien entendu, ce que je viens citer, c'est pour l'iPhone 11 Pro. Alors pourtant, l'iPhone 11 n'est pas un géant par rapport à la concurrence, surtout par rapport, par comparaison au Google Pixel 3. Apple est de retour, mais seulement de quelques centimètres. Alors, le problème, c'est que j'aimerais bien qu'Apple en fasse plus avec la nouvelle caméra ultra grand angle. Il y a juste ce qu'il faut, je dirais, de distorsion pour les photos uniques, mais j'apprécierais que Apple fasse un effort supplémentaire et permette, je dirais, la mise au point automatique. Il s'agit d'un objectif à mise au point fixe, ce qui signifie qu'on devrait être à 1 mètre, je dirais, du sujet pour qu'il soit net. Et on ne peut pas, comment pourrais-je expliquer cela? On ne peut pas prendre de gros plans avec elle. La plupart des concurrents ont également cette taille, mais cela aurait contribué à faire ressortir le très grand écran d'Apple. Et là, patatrac, le prix ne serait pas le même. Alors, la qualité photo de l'objectif à très grand angle est parmi les meilleures, comme on peut le constater par rapport au Samsung Galaxy Note 10, mais ce dernier a tendance à sursauter, à bugger, excusez-moi du terme, et souvent ce qu'on appelle à l'air, qu'on pourrait définir comme étant une certaine platitude. Alors, l'iPhone semble généralement prendre un peu plus les choses, les éléments, quand il y a capture d'image, plus de détails qui sont fournis. Alors, bien entendu, la caméra de l'iPhone 11 et son mode nuit, ce n'est pas un mode nuit dédié comme le Night Sight de Google sur les téléphones, les pixels, mais il se déclenche d'une façon automatique quand il détecte de mauvaises conditions d'éclairage. Bien entendu, on peut l'éteindre, il y a une option il suffit de le laisser sur le réglage automatique ou le régler sur l'exposition maximale que l'appareil photo juge effectivement nécessaire. Alors cela peut varier, mais l'appareil photo peut atteindre une exposition de 28 secondes s'il fait assez sombre et que le téléphone est sur un trépied, maintenu bien entendu sur une position fixe. Bon, la plupart, je dirais, des coups nécessitent une exposition longue de 2 à 3 secondes, et ça a l'air de rien, mais effectivement, quand vous prenez une photo, pour un cas d'espèce, prenez un individu, ou prenez un décor où les objets sont mouvants. Et ben, je peux vous dire, moi qui fais de la photo, que 2-3 secondes, c'est une éternité. Et à ce moment-là, vous êtes susceptible d'avoir une photo floutée. Alors le NICE de Google a tendance à décider de lui-même de la durée de l'exposition sur différents facteurs, même si on peut préférer l'approche d'Apple qui offre plus de choix. Le NICE offre plus de détails, plus précis, mais lorsqu'on opte pour une exposition maximale de l'iPhone, les résultats sont comparables. Alors ce qui va faire aussi également la différence, c'est la couleur. L'iPhone 11 a tendance à conserver des couleurs naturelles, tandis que le Pixel peut manquer de marque, surtout quand on écarte ou on a tendance à zoomer l'image. Le mode nuit de l'iPhone a également tendance à préserver l'ambiance d'une scène en éclairant certaines de ses parties, tandis que le Pixel blanc, agressif et équilibré, je dirais, a tendance à illuminer en totalité la photo. Alors ce sont deux approches différentes, et même si je préfère parfois je dirais, le OneNote Plus 7 Pro ou même le Samsung S10
ou même le Xiaomi Mi 9 Pro, il n'en demeure pas moins que ils font le meilleur travail de nuit par rapport à l'iPhone. Alors, finalement, en résumé, Apple a été au fond du peloton de la photographie en basse lumière pendant un certain temps. Il est donc agréable, il faut le reconnaître, de le voir courir au sommet. Bon, il est décevant, il faut être honnête, hein. Pour avoir pratiqué une multitude d'iPhone, c'est assez décevant que le mode nuit ne fonctionne pas avec l'appareil photo selfie, ni avec l'objectif à très grand angle. Ce qui peut être limitant lorsqu'on photographie de nuit, car le diaphragme ultra large a une ouverture plus étroite que l'objectif principal. Il ne peut prendre autant de lumière et il fournit souvent des coups, je dirais, passables, pour ne pas dire boueux. Alors même si plusieurs améliorations ont été apportées au mode portrait, on peut maintenant photographier à peu près n'importe quoi, animaux domestiques, personnes, objets, décors, enfin peu importe, sur l'iPhone, aussi bien XR que l'iPhone 11 XR, qui comportait à l'époque, quand on parle de l'iPhone XR, c'est bien entendu un seul objectif. Alors beaucoup de questions me sont posées. Est-ce que l'iPhone 8 Plus est meilleur que l'iPhone 11? Bah, écoutez, je vous dirais que l'iPhone 8 Max est meilleur en cela, effectivement, que l'iPhone 11, même si la puce bionique est une puce, je dirais, 11, il n'en demeure pas moins qu'il reste un téléphone haut de gamme. Or, on voit bien que sur le XR et sur le 11, la gamme a été largement abaissée. Alors, quand on parle de tout cela, de l'appareil photo, de selfie qui a été amélioré pour passer de 12 mégapixels, je dirais, à 7 mégapixels sur l'iPhone XR, à comparaison sur l'iPhone 11 de 12 et sur l'iPhone XR de 7, même si l'apparence est meilleure, en particulier dans le cadre des selfies ou en mode portrait, il faut savoir que par défaut, les selfies pris en orientation portrait seront capturés dans une résolution cadrée de 7 mégapixels, ce qui est à mon sens une catastrophe. On peut effectivement effectuer un zoom arrière pour intégrer davantage l'arrière-plan lorsqu'on souhaite prendre un selfie de groupe par exemple. Et cela se produit automatiquement lorsqu'on fait pivoter la caméra en mode passage. Alors les mises à niveau vidéo de la caméra de l'iPhone 11 XR aident Apple à maintenir sa position dominante en vidéographie et la caméra peut filmer en 4K à 60 images par seconde. Alors encore une fois, moi je vous invite à prendre des téléphones qui font quand vous faites du 4K, car je dirais, la capacité est immense, à prendre des téléphones pour 64 Go, c'est foutage de gueule. Il faut avoir des téléphones en 128 pour faire du 4K, car la capacité est importante. Et c'est là où le bas blesse, c'est quand vous prenez des téléphones d'Apple, puisque le 11 XR sera vendu de base à 64 Go. Si vous prenez un 128 ou un 256, le prix va effectivement changer. Et vous allez finalement au fond talonner l'iPhone 11 Pro. Alors, bien entendu, même si on peut considérer que cela reste quand même un téléphone de qualité, qu'il fait son bon travail avec une certaine stabilisation, qu'on peut apprécier énormément, je dirais les nouveaux Slofi d'Apple qui capturent à peu près 100-120 images par seconde en mode, je dirais en mode ralenti, en 1080p. Il est inhabituel de voir le ralenti sur la caméra selfie, et c'est ce qu'on appelle le mode live, qui était présent déjà sur l'iPhone 6S, même si c'est amusant, je dirais, à utiliser, et puis à mettre en mouvement une photo fixe qu'on peut regarder dans le passé.
Alors, l'iPhone 11, même s'il est consacré, je dirais, entièrement aux mises à niveau de l'appareil photo, ils remettent Apple sur le dessus, puisque Apple avait énormément de retard. Cela dit, n'oublions pas que le Pixel 4 de Google est au coin de la rue, et cela signifie que finalement, au fond, Apple a encore beaucoup de travail à faire. Alors, bien entendu, parlons de la batterie. Alors, Apple, dans sa keynote, affirme que l'iPhone dure 1 heure de plus que l'iPhone XR, qui avait, ma foi, bon, une excellente autonomie. Alors, toujours pareil, je dirais, le produit marketing nous vend une durée de vie de batterie, mais quand vous avez surfé, joué, fait du texto, et ma foi, regardez quelques vidéos, vous êtes sûr que la batterie n'a plus, je dirais, l'autonomie promise. Alors, ce qu'il faudrait certifier, c'est, ou préciser plus exactement, euh, dans quel cadre l'autonomie aurait tendance à être amoindrie. Est-ce que c'est parce que l'iPhone est très peu utilisé, seulement par la téléphonie, et qu'il peut faire une journée, ou est-ce que effectivement c'est quand on optimise l'utilisation sous toutes ses coutures de l'iPhone? Alors tous les jours, toujours est-il, euh, même si, je dirais, l'XR avait quand même une excellente autonomie, reconnaissons-le, ne soyons pas négatifs, essayons de voir si effectivement cela se tient le coup. Alors, si on termine une journée de travail moyenne à environ 45% d'abandon à 17 heures, 30% à 19h30, 15% à 22 heures pour un usage moyen. Alors tout dépend aussi comment on qualifie cet usage. Je dirais notamment jouer à quelques jeux, prendre des photos, comme je viens de préciser, naviguer sur le web, répondre aux notifications, consulter ses mails, écrire à l'occasion des, des textos, ou même répondre sur Word, euh, regarder un clip sur, sur, sur différents réseaux sociaux. Alors lorsqu'une journée chargée, on peut prendre tonnes de photos et de vidéos quand on ne travaille pas et qu'on se déplace à l'extérieur parce qu'on juge que le paysage vaut être, je dirais, photographié avec l'appareil photo de l'iPhone 11 pendant plus de 4 heures, la batterie de 3110 mAh atteignait pourrait atteindre, je dirais, 15% à 17 heures, et des téléphones comme Google Pixel seraient morts depuis longtemps. Et la plupart des gens pourraient dire qu'ils seront satisfaits. Alors, si on fait des tests de batterie standard, on peut constater qu'une vidéo de 1080p via Wi-Fi avec une luminosité maximale, parce que si la luminosité a tendance, il y a un mode économique, a tendance énormément à avoir des conséquences sur la batterie. Alors, l'iPhone 11 a duré 4 heures et 54 minutes, mais ces tests ne sont pas, je dirais, une représentation parfaite, car chacun a son utilisation intense ou modérée. Alors, il est très difficile de faire des statistiques sur des résultats de la vie de la batterie dans le monde réel. Alors, prenons par exemple ce qu'on appelle le OnePlus 7 Pro, qui a duré 11 heures et 50 minutes. Dans le même test, il a du mal à durer confortablement une journée complète d'utilisation. Il faut être honnête aussi. Alors, la batterie de l'iPhone 11 durera plus facilement toute la journée dans la plupart des situations. Malheureusement, et ça j'ai pu le constater en utilisant l'épopée des MacBook Pro, puisque j'ai toujours utilisé des MacBook Pro, que ce soit dans sa version non compatible Intel, que furent les processeurs Motorola, quand c'était du G5, des G3,
où effectivement après l'arrivée du MacBook Pro en Intel dual-core, c'est-à-dire en Intel Duo, jusqu'à l'arrivée effectivement des i7 et des i5, toujours avec des disques durs à plateau, et ensuite l'utilisation des Retina avec la disparition du lecteur DVD. Et aujourd'hui, du Touch Bar que je trouve une véritable catastrophe. Très fluide, très puissant, mais bourré de problèmes d'ordre mécanique qui seraient à revoir. Et bien je constate encore une fois que tout comme les derniers Mac qui sont vendus aux alentours, pour ceux qui sont, je dirais, top niveau pour l'utilisation de logiciels tels que Photoshop, Aperture, Final Cut ou d'autres que moi-même j'utilise pour des questions privées, personnelles, je constate qu'effectivement, tout comme l'iPhone 11, il n'y a pas de chargeur rapide de 18 watts. Tout comme le dernier MacBook Pro, Touch Bar, ils ont fait l'économie du câble de chargement qu'il faut bien entendu acheter chez Apple pour un tarif de 24 euros. Beaucoup de choses ont été réduites dans les accessoires. Et ces accessoires sont achetés de façon annexe. Bien entendu, dans la boîte de l'iPhone 11, on retrouve le traditionnel chargeur de 5 watts. Même chargeur qui n'a pas changé depuis, si mes souvenirs sont bons, l'iPhone 4. Et qui rechargera son téléphone à la vitesse de l'escargot. Il faudra plus de 3 heures pour passer de 0, à partir de pourcentage de batterie, à 100. Alors, il prend en charge la charge rapide, mais seuls les modèles iPhone 11 Pro ont la brique de 18 watts dans la boîte. Ils ont fait un effort quand même. Bien entendu, quand on voit des iPhones à 1600 euros, il y a intérêt de faire un effort. Alors, il faut dépenser à peu près, semble-t-il, 60 euros pour acheter l'adaptateur et le câble permettant bien entendu cette fonctionnalité, puisque chez Apple, tout est proprio. Il n'y a pas de standard. Et donc, certains disent qu'il en vaut la peine. Mais encore une fois, il faudra débourser de l'argent en plus. Alors, l'étude et l'utilisation de ce câble permettra à l'iPhone 11 d'atteindre 50% en 30 minutes de charge avec le chargeur rapide et plus de 80% après 1 heure. Pendant ce temps, avec le câble et l'adaptateur inclus, il n'atteint que 16% en 30 minutes environ, et c'est loin de la concurrence. Apple aurait vraiment pu le rendre standard. Je prends par exemple, parlons de son concurrent Samsung, le chargeur rapide était fourni dès le Galaxy S6. Le Galaxy S7 en était également, je dirais, fourni. Le Edge, comme le classique, la version plate, la version S8, la version S9 et ma foi la version S10. Donc Apple aura pu faire un effort là-dessus. Alors, il y a toujours une charge sans fil. On peut siroter l'énergie en le plaçant le téléphone sur un chargeur sans fil si on le souhaite. Toujours est-il, ce n'est pas fourni dans la boîte. Alors, bien entendu, y a-t-il une meilleure alternative? Si, et ça je l'ai dit, je le redis encore, la grande problématique, c'est les habitudes et les attitudes que les gens ont vis-à-vis du système d'exploitation. Il est vrai que quand on est habitué à iOS, qui est assez intuitif, qui quand même tient son expérience du macOS 9, de l'OS X9, qui on sait aujourd'hui a cessé d'évoluer depuis l'entrée, je dirais, à la démocratisation a commencé
par Snow Leopard, Snow Leopard, puisque c'est de l'Intel. Ensuite, si mes souvenirs sont bons, on est arrivé à Lion, et de Lion, on est passé à Lion Mountain, et de Lion Mountain, nous sommes arrivés à Maverick, et de Maverick à Yosemite, qui a été un système un petit peu, je dirais, un peu hybride, hein, et qui n'est pas resté très longtemps. De Maverick, nous sommes passés à Capitane, de Capitane, ben, ma foi, à Sierra, à Sierra, et aujourd'hui Mojave, et on attend encore le dernier système d'exploitation, mais tout ça, bien entendu, repose sur un système Unix, pour ceux qui sont les puristes, et qui répond finalement à l'OS X9. Et finalement, toute cette expérience a bénéficié à l'iOS, qui est très stable, et dont les applications sont accessibles dans l'immédiat. Alors, toujours pareil, Android est un système qui répond plus à un système d'exploitation, operating system, donc qui ressemble plus à un système d'ordinateur, basé sur un noyau Linux, avec un panel de logiciels gratuits, et ça on peut le constater, parce que ce qui va créer aussi le problème chez iOS, c'est que l'utilisation, certes, moi je l'ai constaté, puisque j'ai pratiqué les deux, l'utilisation est meilleure, plus fluide, plus intuitif, mais l'Apple Store, la plupart des logiciels sont payants. Je ne vous parle pas d'une pléthore de logiciels de version d'essai qui ensuite s'annulent et qui seraient non fonctionnels et non entiers si on ne prend pas la version complète. Or, le Play Store peut fournir, et ça c'est effectivement l'intelligence d'avoir utilisé de l'open source. Je prends par exemple le cas d'espèce de VLC, qui est un logiciel basé sur la GPL, qui est un logiciel Linux, qui soucieux de respecter les 3 libertés fondamentales, qui est la liberté du code, l'égalité des utilisateurs et la fraternité de la communauté. Donc c'est un bon logiciel qui marche très très bien sur OS, mais qui marche très très bien sur Android, pardon, mais qui sur iOS est une véritable catastrophe, car il faut l'intégrer à partir d'iTunes, donc il faut avoir un Mac ou alors un PC qui effectivement est l'utilisation d'iTunes, et c'est à partir d'iTunes qu'on va intégrer les films via directement VLC. Donc, pour ne citer que ce cas d'espèce, je vous prends par exemple le panel de dictaphone. Vous avez un dictaphone qui est je dirais par nature ou par essence embarqué dans iOS. Si vous en voulez un autre, il va vous falloir de l'huile de coude pour trouver un dictaphone gratuit. Or, sur la Play Store, les logiciels, le catalogue est immense en matière de logiciels gratuits. Alors oui, c'est un gros avantage d'utiliser Android. Maintenant, il faut aussi comprendre que sur Android, je vous passe le nombre de publicités, ce qui est quand même un parasitage du téléphone. Alors il faut en avoir l'habitude. Voilà, donc je ne dis pas que Android est mauvais, bien au contraire, c'est une question de choix, d'habitude et de préférence. Android a ses gros avantages et iOS a aussi beaucoup d'avantages. Mais encore une fois, si vous utilisez iOS, il faut que vous sachiez que pour ce qu'il en est des applications, vous trouverez plus d'applications payantes. Alors voilà, je vous ai fait une analyse un petit peu rapide, je vous ai comparé un petit peu l'iPhone 11 avec ses concurrents d'une manière globale. Je ne veux pas rentrer dans des comportements ou même des analyses qui, à mon sens, seraient plus techniques. Mais je considère encore une fois que Apple se fout du monde avec les prix qui ne sont pas justifiés. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a encore néanmoins beaucoup d'individus qui sont prêts à se serrer la ceinture,
à s'endetter pour acheter ce précieux sésame, puisqu'ils ont joué encore une fois sur la qualité du bijou et sur la technologie. Bien que la technologie de l'iPhone 11 comme de l'iPhone XR ne soit pas au rendez-vous par rapport à, je dirais, ses confrères de la même gamme plus évolués, tels que l'iPhone 11 Pro ou l'iPhone 10S. Voilà, bon, je voulais faire une petite analyse rapide, mais je trouve que iPhone, enfin du moins Apple aurait dû faire un effort là-dessus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.